Bonjour. Dans le cadre du débat public organisé à l'occasion du projet d'extension du Grand Port Maritime de Dunkerque, la commission particulière du débat public a souhaité organiser un cycle d'auditions publiques dans laquelle des experts nous permettent d'aborder certains thèmes particuliers et nous apporter des réponses par leur connaissance et leur expérience sur ces domaines. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Cabaret, qui est donc délégué régional Nord-Est et Bassin parisien et délégué à l'aménagement du territoire Hauts-de-France chez SNCF Logistique. Donc nous allons l'entendre pendant 15 à 20 minutes sur son rayon d'action, ses compétences particulières au sein de SNCF Logistique et plus largement sur les connexions intermodales en Hauts-de-France et les capacités des infrastructures ferrées. Donc Monsieur Cabaret, je vous laisse la parole. Tout d'abord, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est effectivement de vous présenter d'une manière relativement rapide comment on est inséré dans le groupe SNCF, ce qu'est la branche SNCF Logistics. Je pense qu'il est important que ce soit clair pour tout le monde de savoir qui on est pour mieux comprendre les réponses. Ensuite, je vous présenterai quels sont nos projets d'innovation, globalement notre positionnement et comment nous on perçoit le projet CAP 2020, et puis la relation que nous avons, nous, avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, aujourd'hui et demain. Donc le groupe SNCF, c'est 5 grands métiers, hein, c'est une activité avec un épique de tête qui reprend la partie SNCF Immobilier, et puis 2 grands épiques qui sont SNCF Réseau, la partie infrastructure, et puis SNCF Mobilité, dans lequel on retrouve la partie transport SNCF Voyageurs, la partie Keolis, qui est la partie voyageurs, mais plutôt interurbain et à l'international, et puis la partie SNCF Logistics, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc SNCF Logistics, c'est un leader européen du transport de marchandises. Donc globalement, juste pour rappeler que l'histoire entre la SNCF et puis le transport de marchandises, c'est une histoire ancienne, puisque depuis les années 1900, il y a toujours eu une relation entre la SNCF et le transport de marchandises, y compris le transport routier. Donc je vous laisserai découvrir toutes les grandes étapes. Et juste pour revenir sur les dernières, qui étaient l'OPA faite par la SNCF en 2008 sur la partie Géodis, et puis en 2009, la création de la branche SNCF à l'époque Géodis, et en 2015, la création, le mouvement vers SNCF Logistics avec une acquisition forte de SNCF Logistics, à savoir OHL, qui aujourd'hui s'appelle Géodis USA, qui était effectivement le développement de nos activités vers le continent américain. Donc on est des petits quand même, puisque globalement SNCF Logistics, c'est le 8e acteur de transport de marchandises au monde, ce qui effectivement est une place plutôt intéressante, mais qui, de par les chiffres d'affaires, nous met quand même assez loin des grands faiseurs qui sont DHL, UPS, qui effectivement ont des chiffres d'affaires largement plus importants que le nôtre. Donc nous sommes structurés autour de 3 grandes activités. La première, c'est la partie Géodis, qui pèse 8 milliards d'euros sur les 10 milliards de chiffre d'affaires de la branche, qu'on détaillera un peu plus après. Et la partie transport ferroviaire et multimodal de marchandises, qui est une deuxième branche. Et la dernière branche, qui est la partie gestionnaire d'actifs, qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est aussi une activité importante, puisque c'est ce qui permet effectivement, tout au moins pour la partie ferroviaire, d'avoir à la fois des machines et des wagons.
Donc on est, SNCF Logistique, c'est 49 600 agents regroupés dans un certain nombre de territoires, hein, soit effectivement avec des implantations directes ou alors des implantations liées à la commission de transport. Et effectivement, aujourd'hui, le plus grand nombre d'acteurs est en France, puisque sur les 49 600, il y a 26 400 collaborateurs en France. Donc nous sommes un acteur au cœur des enjeux de la transition écologique. Donc on travaille là-dessus sur 3 axes, hein, qui sont l'information, proposée et préparée demain. L'information, c'est qu'aujourd'hui, on a une vraie volonté d'information de nos clients sur leur impact environnemental et que globalement, des moments où les gens choisissent des solutions un peu plus innovantes de transport, de fait, sur les éléments qu'on a en échange avec eux, on leur fournit les indications sur l'impact écologique de leur choix de transport de marchandises. On est là aussi pour proposer des solutions innovantes, hein, qui permettent effectivement d'assurer une excellence environnementale et d'essayer de concourir à aller vers un mode de transport de marchandises plus vertueux. Et puis, on est aussi là pour préparer demain et donc de mettre en place du transport multimodal de demain qui permet effectivement d'allier la performance économique et la performance environnementale. Juste sur ce point-là, je pense qu'il est important de rappeler que SNCF Logistique est une branche de SNCF qui travaille dans un monde concurrentiel et que nous, la performance économique est forcément liée à la performance. La performance environnementale est forcément liée à la performance économique. Donc là, on est effectivement sur un certain nombre de sujets sur lesquels on travaille sur la partie responsabilité écologique, qui sont effectivement la réduction des gaz à effet de serre, qui sont la diminution de nos consommations de carburant et donc pour favoriser la transition écologique. Mesurer l'impact environnemental, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec un certain nombre d'acteurs, en l'occurrence avec l'ADEME, pour trouver le bon modèle de calcul de l'impact environnemental et effectivement d'essayer d'avoir une sorte d'harmonisation et de compréhension par l'ensemble des acteurs sur l'impact environnemental. Il est important qu'on ait globalement une sorte de checklist relativement commune qui permette effectivement de ne pas lancer des grands débats sur est-ce que vous êtes sûr que, etc. Donc ça, c'est une mesure, c'est important. Et puis on a aussi une démarche qui est au niveau de nos fournisseurs et de nos sous-traitants, puisqu'on est quand même une entreprise qui sous-traitons relativement beaucoup, une démarche qui conduit aussi nos fournisseurs et sous-traitants dans une démarche environnementale positive. Donc je vous laisserai découvrir le reste. Donc on est effectivement autour de nos 3 grands métiers. On a une vraie volonté, hein, d'accompagner une démarche environnementale forte et qu'on a une offre globale couvrant l'ensemble des modes de transport et des métiers de la logistique. Et à travers ça, on est capable effectivement de faire du porte-à-porte et aussi de développer le report modal. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, Géodis, c'est un certain nombre d'activités. Donc la première, hein, qui est peut-être la plus connue, hein, alors on devrait l'appeler France Express ou Calberson, hein, puisque c'est plutôt la manière dont on connaît ça aujourd'hui. On est effectivement le leader de la distribution en termes de messagers et d'express. Alors c'est une position que l'on a depuis un certain nombre de temps, qu'on essaye de travailler et sur lequel on a aussi des vrais sujets autour de la logistique urbaine, avec comment en fin de compte pouvoir mieux livrer nos clients en respectant nos engagements commerciaux et en développant un mode de transport et de livraison terminale plus propre. C'est un vrai défi. Et tout à l'heure, je disais que tous nos défis se font à la fois sur la partie environnementale, mais aussi sur la partie économique. Et que là, il y a un vrai défi économique dans le cadre de la logistique urbaine. On a une autre activité qui est la partie Géodis Foi de transport, où là, effectivement, on fait à la fois du transport multimodal, du transport conditionné ou vrac en camion.
on fait aussi de l'affrètement et du transport de l'eau complet. Là, on est plutôt sur la partie routière de la partie, une partie de notre activité, où là, on fait principalement, effectivement, du lot complet, et on en fait d'ailleurs beaucoup au départ d'un certain nombre d'acteurs de la région de Dunkerque. On a aussi une activité de géodis freight forwarding, c'est-à-dire que là, on est complètement dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du fret aérien, du projet industriel, avec une agence d'ailleurs à Dunkerque, du fret multimodal, du fret maritime d'événement, et là, on est complètement dans les métiers de freight forwarding. Et juste pour information, aujourd'hui, on a entre 2 et 3% de part de marché mondial. Donc on a encore quelques marges de progrès. Mais c'est une activité sur laquelle on a de gros espoirs de développement. Une autre de nos activités qui est autour de la logistique contractuelle. On voit bien aujourd'hui avec des projets comme Amazon, comme un certain nombre de grands faiseurs de e-commerce, il y a vraiment besoin d'avoir un accompagnement logistique. Et nous, on est complètement sur ce métier-là, c'est-à-dire qu'on fait à la fois la logistique amont et aval. Et que pour nous, c'est là aussi, par rapport au freight forwarding, c'est l'autre action sur laquelle on a un vrai développement à faire dans le cadre des marchés de demain. Et la dernière activité de Geodis, c'est la supply chain optimization. Là, alors pour les férus de transport, on est sur du 4PL, c'est-à-dire que globalement, on est complètement imbriqué. C'est-à-dire que notre premier client là, sur ce sujet-là, c'est IBM, où on fait l'ensemble des prestations des moments où ça sort de leur chaîne. C'est nous qui assurons l'ensemble des prestations liées aux activités de transport, de stockage. Et donc là, on est complètement intégré chez le client. La deuxième branche importante, c'est transport ferroviaire de marchandises et multimodal. Donc chez TFMM, on retrouve d'abord les entreprises ferroviaires, dont la première est Fret SNCF. Donc on est effectivement le premier transport ferroviaire de marchandises en France et le troisième à l'échelle européenne. À l'intérieur de TFMM, on retrouve un certain nombre d'entreprises ferroviaires qui proposent des prestations ferroviaires assez différentes et assez différenciées. Donc on a effectivement, de par l'entreprise historique, une certaine expertise sur le transport ferroviaire de marchandises. Et puis on est aussi, dans ce cadre-là, un opérateur de transport combiné avec deux grands sujets qui sont le transport combiné que j'appellerais un peu classique, qu'on retrouve chez Naviland Cargo, et puis les autoroutes ferroviaires qu'on exploite sous la bannière de VIA, avec aujourd'hui un certain nombre d'autoroutes ferroviaires entre le Boulou et le Luxembourg, et puis aussi entre Calais et le Boulou, en sachant qu'on a aussi une autoroute ferroviaire qui est celle alpine, mais qui est plutôt le passage des Alpes plutôt qu'une autoroute ferroviaire de grande circulation. Et puisque ici on est dans les Hauts-de-France, il faut rendre à César ce qui est à César. La première autoroute ferroviaire, c'est le tunnel sous la Manche, qu'on n'utilise pas souvent, mais qui n'est pas chez nous, mais qui est effectivement le même mode pour passer, a priori de la France vers la Grande-Bretagne. Et puis la dernière branche, c'est la partie Hermeva, qui est sûrement une des branches les moins connues, où effectivement chez Hermeva, on retrouve un propriétaire de wagons, un propriétaire de locomotives, qui est Akiem, et puis un certain nombre d'activités autour des conteneurs citernes et autour des ateliers. C'est-à-dire que chez Hermeva, on dispose d'un certain nombre d'ateliers. En Hauts-de-France, on en a un à Achiette, et qui sont des ateliers privés qui sont complémentaires aux ateliers de matériel de la SNCF. Voilà pour la présentation de la branche. Donc, j'ai essayé d'être un peu concis pour que vous puissiez échanger.
Donc on va passer à la deuxième partie de mon exposé qui était sur nos projets d'innovation. Parce que je pense que c'est intéressant de regarder ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui en train de parler d'un projet à l'horizon 2035. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on vous explique, nous, comment on voit la vie, et comment on voit le transport ferroviaire de marchandises à l'horizon dans les années à venir. Donc on a deux sujets qui sont relativement liés. Alors on a le premier sujet qui est la première pierre de l'édifice de marge d'innovation, qui est le train fret digital. Alors bon, le train fret digital, c'est une évolution. Alors, le premier intéressant, c'est que pour mener à bien ce train fret digital, on s'est associé avec une start-up qui s'appelle Traxens, qui est une start-up qui a développé un système similaire de communication pour les conteneurs maritimes. C'est comme ça qu'ils sont entrés sur le marché. Et donc, globalement, ce qu'on a nous demandé à la start-up Traxens, c'est de reprendre le même système et de l'appliquer sur le transport ferroviaire de marchandises, et en l'occurrence, sur la manière dont les wagons peuvent communiquer avec la machine, et puis pour faciliter un certain nombre d'opérations. L'intérêt pour nous, c'est de répondre à la fois à un certain nombre de demandes de nos clients qui souhaitent effectivement pouvoir suivre la vie de leur wagon. Alors on pense tout de suite à la problématique du GPS, de savoir où il est, mais un certain nombre de chargeurs veulent aussi savoir si la température elle change, s'il y a des fuites sur le wagon, etc. Puisqu'on transporte un certain nombre de produits qui nécessitent quand même un peu de sécurité. Et puis de notre côté à nous, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir passer en digital un certain nombre d'opérations que l'on fait aujourd'hui de manière très manuelle, et donc en l'occurrence autour des essais de frein, etc., qui sont des obligations par rapport au transport ferroviaire de marchandises, mais qui aujourd'hui prennent énormément de temps, et que l'arrivée du digital permet effectivement de gagner en efficacité, et donc de pouvoir effectivement laisser plus de temps aux chargeurs de pouvoir charger ces wagons, et puis plus de temps à l'acheminement ferroviaire en minorant les temps liés aux opérations de reconnaissance. Donc on a aujourd'hui initié un test qui se fait dans l'Est sur les premières opérations, puisque quand on fait du ferroviaire, on a besoin de l'homologation de l'EPSF. Et aujourd'hui, on est dans cette phase-là pour vérifier qu'effectivement, le système proposé permet de garantir toute la sécurité qui va bien sur le système ferroviaire. Et notre projet, qui est le projet qui suit effectivement le train fret digital, donc là, c'est l'ensemble des projets d'innovation qui sont en cours aujourd'hui. Donc je vous ferai grâce des premiers, et je m'intéresserai avant tout aux deux derniers, qui sont ce qu'on appelle le projet Matrix, parce que c'est complètement en lien avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et dans ce projet-là, on travaille à la fois sur la performance convoi, ce qui veut dire que de faire des trains plus longs, plus lourds, partagés et connectés, et puis sur la performance tri. Donc ce qu'on appelle en langage classique les triages. Donc la manière dont on voit, nous, le transport de demain, ça se caractérise à peu près comme ça. C'est-à-dire que vous avez des hubs ferroviaires internationaux qui sont reliés par des trains longs, lourds, partagés, connectés. Et puis vous avez au départ des hubs un certain nombre de sites qui sont reliés avec des trains plus classiques qui rentrent dans le format actuel. Donc si on rentre un peu dans le détail, ce que l'on souhaite faire demain, c'est des hubs de nouvelle génération, qui soient automatisés, polyvalents, insérés dans l'environnement. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, nous, quand on dit qu'il est inséré dans l'environnement, ça veut dire qu'il doit être au bon endroit pour à la fois pouvoir se développer et puis éviter effectivement un certain nombre de nœuds ferroviaires. Par contre, donc, le nouveau hub, il doit être rapide et agile. C'est-à-dire, globalement, on doit pouvoir gagner en efficacité. Il doit effectivement être complètement en sécurité, puisque c'est une des règles de base du transport ferroviaire. Il doit répondre aux attentes du marché, c'est-à-dire qu'il a vraiment un aspect économique, c'est-à-dire qu'il ne doit surtout pas être moins attractif pour nos clients qu'aujourd'hui. Digitalisé, parce que c'est quand même l'ère dans laquelle on est aujourd'hui.
il doit être donc effectivement piloté. C'est-à-dire que l'idée que l'on a aujourd'hui, c'est que un certain nombre de nos trains ne sont pas chargés au maximum parce qu'en réalité, on n'a pas de pilotage de la massification. C'est-à-dire qu'on est un peu lié à ce que les clients remettent à l'instant T et on ne sait pas aujourd'hui corriger les effets positifs ou négatifs de nos remises de clients pour garantir que le transport principal sera à charge complète. Évidemment, on a un vrai souci sur le respect des engagements commerciaux. Et ensuite, on veut un transport robuste et écologique. Et pour relier entre nos hubs, sont reliés par des trains qui sont longs. Voilà, c'est assez simple. Aujourd'hui, un train, ça fait 750 mètres maximum, machine compris. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de passer à des trains de 1500 mètres, machine intégrée, évidemment, avec une étape, si besoin, 2000 mètres. Ce qui nous permet de gagner en compétitivité, en souplesse, puisque quand on va faire des trains longs, on va globalement les partager, donc on amènera de la souplesse, de la régularité et offrir de la capacité. Donc on souhaite qu'ils soient lourds, hein, donc ils feront entre 5 et 8 000 tonnes brutes, puisqu'en ferroviaire on passe plus en tonnes brutes qu'en tonnes nettes. Là aussi, hein, pour avoir le même souci de compétitivité, de souplesse, de régularité et de capacité. Et surtout, on souhaite que nos trains soient partagés. C'est-à-dire que ce soit à la fois des trains, alors pour rentrer un peu dans la technique, hein, multi-lots, multi-clients, des coupons, des multitransporteurs, etc. Aujourd'hui, quand on fait du transport ferroviaire, on fait du transport ferroviaire qui est souvent très affecté. C'est-à-dire que, enfin, affecté, quand je dis affecté, ça veut dire que le train, il est soit Arcelor, soit combiné, soit... etc. Donc, ce qu'on veut demain, c'est que les trains soient partagés. Mais le partage se fait aussi pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des installations terminales embranchées de nos clients, voire des plateformes de combinés, sont faites pour des trains de 750 mètres, voire 1000 mètres, et que l'idée que l'on a, c'est pas de modifier toutes les installations. C'est de dire, on doit avoir des systèmes de concentration qui permettent effectivement de garder les installations classiques de nos clients. Mais par contre, dès le moment où on change et qu'on est sur des axes plus grands, on doit pouvoir transporter les marchandises avec des trains plus longs, plus lourds, qui seront de ce fait-là plus affectés, mais donc complètement mutualisés. Et ils seront évidemment connectés puisqu'on aura développé le train fret connecté. Et cette connexion nous permettra effectivement de garantir à SNCF Réseau que le train de 1500 mètres à 5000 tonnes, il fait bien 1500 mètres et il fait bien 5000 tonnes. Et non pas, comme aujourd'hui, en fonction de la remise des clients. Donc je pense que ce qui est important de noter, alors sur le long et le lourd, c'est relativement compréhensible. La vraie différence par rapport à aujourd'hui est vraiment la notion de partage, où effectivement on n'est plus sur un plan de transport dédié à un client ou à une activité, mais on est sur un plan de transport relativement ouvert qui permet effectivement à chaque opérateur de ferroviaire de pouvoir rentrer dans le système. Donc notre montage de projet, alors il est un peu plus ambitieux en termes de délai que CAP 2020. Donc on est aujourd'hui, le montage du projet c'était hier, hein. On est aujourd'hui sur l'étude de faisabilité. Alors pour l'étude de faisabilité, on a signé un accord de partenariat avec Ralenium, qui est un IRT, hein, un institut de recherche technologique, qui nous accompagne sur le sujet. Autour de l'étude de faisabilité, on retrouve aujourd'hui Ralenium, SNCF Logistique évidemment, SNCF Réseau, et puis des chercheurs qui viennent du CEREMA ou de l'ISTAR, qui nous accompagnent sur le projet. Ce qui est intéressant, c'est que l'expérimentation est conduite sur l'artère nord-est, donc a priori sur un des axes qui nous intéresse aujourd'hui, puisque l'artère nord-est, c'est ce qui permet effectivement d'aller de Dunkerque vers l'est. Donc ce qu'on attend, nous, de notre projet, c'est une compétitivité accrue du transport ferroviaire pour pouvoir proposer une offre attractive et diversifiée de bout en bout, l'amélioration de la productivité ferroviaire hub et interhub, et une capacité de sillon. C'est-à-dire que l'idée que l'on souhaite, nous, avoir, et ce qu'on attend beaucoup, c'est que grâce à ça, on va libérer de l'espace, puisque globalement, pour faire le même trafic qu'aujourd'hui, on aura besoin de beaucoup moins de sillons, et ça va dégager des sillons.
sera forcément, et ça doit avoir un impact pour les territoires. Donc, globalement, on souhaite effectivement accompagner notre démarche avec une démarche territoriale. Un désengorgement routier, ça m'aurait plu ce matin. Et puis, une réduction de l'impact environnemental, où effectivement, des moments où on a un désengorgement routier, on a un vrai intérêt sur l'impact environnemental. Juste pour voir ce que ça fait, hein, une petite comparaison entre ce que c'est un train double de 5000 tonnes, ce que ça fait comme CO2, et combien ça fait 208 camions, puisque c'est la même chose. Donc on est parti sur un double train de 5000 tonnes, et non pas de 8000, mais à 5000 tonnes déjà. Hein. On voit tout de suite la différence en termes de CO2 entre les deux modes, en sachant que les trains doubles de 5000 tonnes, ils sont en traction électrique. Et on a pris juste un petit exemple, hein, le trajet, c'est Somain-Conflans-Jarny. Donc un dans les Hauts-de-France et un côté Grand Est. Donc nous, comment on voit le projet CAP 2020 ? Alors, de manière assez basique, hein, moi, si je le résume, pour moi, c'est une infrastructure structurante pour le grand port maritime de Dunkerque. C'est un vrai développement de l'activité conteneur, puisqu'on passe de 400 000 EVP à 2,5 millions, ce qui est quand même pas négligeable. C'est une offre diversifiée, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'avec un tel projet, on aura de nouvelles escales côté port. Ça permet effectivement de faire du transport massifié avec un élargissement d'Interland. Ça donnera une couverture géographique nationale et internationale, et puis ça devrait permettre de développer le transport écologique. Alors ça, c'est une vision un peu simpliste, mais c'est une vision très ferroviaire de ce qu'est CAP 2020. Pour nous, ça permettrait effectivement de pouvoir développer un certain nombre d'offres multimodales qui sont autour du transport combiné, des autoroutes ferroviaires et le cross-docking. Donc juste pour qu'on ait tous le même niveau d'information, c'est quoi le transport combiné ? Le transport combiné, c'est un transport entre un terminal et puis, enfin, du maritime vers le terminal ou du terminal vers le maritime. Et donc effectivement, avec une partie de chargement, une partie de route, une partie de rail et une partie de transport maritime. Et aussi avec un certain nombre d'opérations autour de la douane, etc. Par contre, le transport combiné, il a des avantages et des inconvénients. Hein. C'est qu'on transporte de conteneurs, de caisses mobiles, voire de remorques préhensibles. Alors, pour que tout le monde soit bien au clair, le conteneur, c'est ce qui est maritime. Les caisses mobiles, c'est quand on est sur le transport terrestre. C'est-à-dire, je sais pas moi, les caisses mobiles, ça peut être entre Coca-Cola à côté de Dunkerque et puis l'Est. Et puis les remorques préhensibles, là, il faut faire beaucoup d'attention quand vous doublez qu'un camion sur l'autoroute parce que ça se voit sur une remorque. Il y a quelques remorques qui sont préhensibles, c'est-à-dire que vous pouvez mettre la remorque sur des wagons très spécifiques. Donc en transport combiné, la ligne elle est ouverte à l'initiative de l'opérateur de transport combiné. Hein. C'est donc lui qui assure le risque de remplissage. Et puis évidemment, il y a de la massification puisqu'un train, c'est à peu près 80 équivalents 20 pieds. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il faut une plateforme dédiée. Hein. C'est que dans le monde actuel, il y a peu de clients directs. C'est en général des transitaires ou des commissionnaires. C'est qu'il faut un volume important pour massifier. Et il faut des remorques spécifiques pour faire du pré et du post-acheminement, puisqu'il vous faut un porte-conteneur. Si on passe aux autoroutes ferroviaires, alors j'ai pris l'exemple qui est le plus proche de chez nous, hein, qui est Calais-le-Boulou. Hein. Donc Calais-le-Boulou, c'est 1470 km, puisque quand on fait Calais-le-Boulou, on pourrait penser de manière assez basique que pour aller de Calais au Boulou, on passe par la région parisienne, pas du tout. Pour faire Calais-le-Boulou, nous on fait Calais, l'Est, et on descend. Aussi pour une raison, c'est qu'on a réutilisé les travaux qui ont été faits sur Bétambourg-le-Boulou, puisque à l'origine, les wagons Lohr Industrie n'étaient pas huissés, donc il fallait faire des modifications de gabarit bas. Maintenant, ils sont huissés, il n'y a plus de problème. Mais donc, on avait quand même besoin de faire des travaux sur les infrastructures, et donc il fallait qu'on optimise l'infrastructure sur Bétambourg-le-Boulou. Donc, à l'origine, enfin c'est encore aujourd'hui, hein, c'est 20 wagons qui font 750 mètres. Donc, on met 40 semi-remorques sur un train. Sur l'autoroute ferroviaire, c'est du non accompagné, c'est-à-dire qu'on ne transporte que la remorque et pas le tracteur.
sur un certain nombre d'autres autoroutes qui sont plutôt Eurotunnel ou l'autoroute ferroviaire alpine, on transporte à la fois le tracteur et la remorque. Notre objectif, et vous comprendrez comme quoi c'est assez lié au reste, c'est de passer à 30 wagons et 1050 mètres. C'est assez en phase avec ce qu'on s'est dit avant. Et là, on serait sur 60 semi-remorques par train. Voilà. Donc, juste pour savoir comment fonctionnent les autoroutes ferroviaires, les terminaux sont financés par la collectivité. L'entreprise qui exploite achète le parc wagon. Donc, nous sommes propriétaires, nous, des wagons. Donc, une autoroute ferroviaire, ça a aussi des avantages et des inconvénients. Ça transporte des semi-remorques. Là, pareil, la ligne est aussi ouverte à l'initiative de l'opérateur qui assume le risque de remplissage. Ça permet de réaliser une partie du voyage par fer. C'est-à-dire qu'on est sur un transport classique routier et on fait une partie en ferroviaire. Les transports routiers assurent le remplissage, c'est-à-dire qu'on a moins d'interlocuteurs, on a peu d'interlocuteurs, parce qu'en réalité, c'est que les utilisateurs. C'est que les transporteurs routiers qui sont nos clients, et on utilise des remorques classiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer le modèle chez le chargeur, c'est juste le transporteur qui décide d'utiliser une partie du système ferroviaire. Donc, par contre, les inconvénients, c'est qu'il faut une plateforme dédiée, il faut des wagons spécifiques, c'est-à-dire les wagons leur industrie, c'est quand même des wagons très particuliers, et qu'aujourd'hui, suivant le type de wagon, vous faites la plateforme qui va bien. Si vous faites du cargo beamer, pour parler d'autres, vous n'êtes pas du tout sur le même type de fonctionnement, donc on n'est pas sur le même type de plateforme. Il faut aussi effectivement des volumes importants et réguliers pour rentabiliser la ligne, puisque dans les deux cas, il faut le charger dans les deux sens. Et c'est un produit qui est uniquement destiné aux transporteurs routiers. Globalement, on n'a pas aujourd'hui de chargeurs qui décident de passer par l'autoroute ferroviaire. C'est les chargeurs, c'est les transporteurs routiers qui effectivement utilisent cet outil. Le dernier sujet qui est peut-être un peu moins connu, qui est le cross-docking. Alors en haut, c'est schématique, en bas, c'est un peu plus parlant puisque c'est des photos. C'est-à-dire globalement, vous partez avec un camion classique, vous allez sur un quai de cross-dock, vous chargez des wagons, plutôt classiques, et vous arrivez de l'autre côté, vous déchargez et vous relivrez avec les camions. Là aussi, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que quand même, on est dans du transport ferroviaire conventionnel, c'est-à-dire globalement, vous pouvez utiliser tous les trains qui existent aujourd'hui en conventionnel, ça ne pose pas de problème. Là aussi, les lignes, elles sont ouvertes à l'initiative de l'opérateur qui assume le risque de remplissage. L'intérêt, c'est que ça permet quand même de réaliser des opérations annexes à valeur ajoutée. C'est souvent lié à la logistique. Donc globalement, on est dans des outils, dans des cas où effectivement on peut amener de la valeur ajoutée, on peut faire des prestations particulières, des moments faire du cross-dock. Et l'autre avantage, c'est que par rapport à, c'est comme pour l'autoroute ferroviaire, c'est-à-dire qu'on utilise des remorques classiques. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a plus d'opérations de manutention. Il faut, puisqu'on descend l'unité de manutention n'est plus ni le conteneur ni la remorque, mais là on est plus sur la palette. Donc il faut avoir des chantiers qui soient très très opérationnels, et puis aussi des outils de manutention qui soient performants. Il faut un volume important et régulier pour rentabiliser la ligne, en sachant quand même que par contre là, le volume important, ça peut être une somme de petits chargeurs, contrairement aux autres activités. Et puis effectivement, il vaut mieux avoir un quai embranché aux deux extrémités pour pouvoir à la fois accueillir le train et l'expédier. Donc j'en viens au dernier sujet, celui qui est vraiment au cœur de l'activité d'aujourd'hui, qui est la relation qu'on a avec le grand port maritime de Dunkerque, et puis effectivement ce qu'on fait déjà sur le grand port maritime de Dunkerque. Donc on a signé un accord de partenariat avec le grand port maritime de Dunkerque. Donc nous, SNCF Logistique l'a signé parce qu'on a la volonté de participer et d'accompagner au développement des ports français. L'objectif partagé est de diversifier les offres afin d'accroître la compétitivité des ports français, maritimes et fluviaux dans une démarche gagnant-gagnant.
L'intérêt pour nous, c'est effectivement de pouvoir travailler en amont avec les grands ports sur leur vision stratégique, de façon à l'intégrer à notre vision stratégique et qu'on soit vraiment dans une démarche gagnant-gagnant. Globalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui avec le Grand Port Maritime, c'est développer le port et développer notre activité. Donc pour ça, on a un certain nombre de leviers. Le premier, il est sur la commission de transport. La commission de transport à 2 niveaux. La première, c'est développer la commission de transport, mais dans le sens ferroviaire ou fluvial, à travers une entité qui s'appelle chez nous Forwardise, que vous verrez juste après. Et puis la dimension internationale, où là, effectivement, on utilise Géodis Freight Forwarding, puisque là, on est vraiment dans la commission de transport au sens trafic international. Et puis on a un autre levier qui aujourd'hui est plutôt en émergence, qui est le dossier de la logistique. C'est-à-dire que à travers un développement comme Cap 2020, il y a sûrement un vrai positionnement du port par rapport à un certain nombre de dossiers logistiques, par rapport à des gros faiseurs, par rapport à des gros clients, où effectivement on peut imaginer que le port de Dunkerque soit amené à faire du stockage et du tri autre que pour les bananes. Donc là, il y a un vrai sujet, et ça c'est un vrai sujet sur lequel on a besoin de travailler en commun pour pouvoir proposer aux clients, et c'est ça notre intérêt, une offre globale. C'est-à-dire que globale, par rapport à ce qu'on pouvait faire historiquement, on n'y va pas chacun de son côté, on y va de concert, et on fait une offre globale aux plus gros faiseurs de la planète. Et puis après, le dernier sujet, alors qui peut être intéressant, puisque quand on est dans la distribution plus fine, qui est de la messagerie professionnelle, où là, effectivement, on peut aller jusqu'à une distribution beaucoup plus fine. Si demain, on développe la partie logistique et qu'on est sur des livraisons à la palette, on a un vrai sujet autour de la messagerie professionnelle. Pour faire court, hein, nous, on est comme les ports, hein, c'est-à-dire que nous, on cherche à la massification des flux et l'élargissement de l'Interland. Mais on partage le combat. Donc ce qu'on fait aujourd'hui sur le port de Dunkerque, donc on a aujourd'hui sur le port de Dunkerque, à Grande-Synthe, une plateforme ferroviaire avec un siège qui est à Grande-Synthe et puis un relais qui est à Somain. Donc on travaille 365 jours par an, hein, on trie 100 000 wagons par an, on dessert toute la région, et tout ça pour faire 11 millions de tonnes, à peu près. Alors comment on fait? C'est relativement simple. Hein. On fait des opérations de remontée de clients vers nos 2 sites. Une fois qu'on les a remontés, on les concentre et on les expédie. Et on fait la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que tous les jours, on reçoit un certain nombre de volumes, de trafic, qu'on redispatche chez nos clients. Et ça représente 11 000 tonnes par an. Côté Géodis, on fait une activité autour de Géodis Road Transport, puisqu'on a aussi une agence à Dunkerque, hein, qui fait effectivement de l'affrètement et du lot complet. Hein, donc, et puis on travaille avec Géodis Forwarding autour du projet industriel, puisque l'agence est à Dunkerque. Donc, le projet industriel, c'est tout ce que vous ne pensez pas pouvoir transporter qui se transporte. Et là, on fait le déménagement des entreprises, les pales éoliennes, enfin, tous ces sujets un peu spécifiques, mais qui nécessitent effectivement des études relativement conséquentes, mais qui sont un outil intéressant pour la collectivité, hein, et pour les entreprises. On fait du fret multimodal, et puis, puisque globalement, quand même, pour faire venir les conteneurs à Dunkerque, globalement, il faut qu'il y ait un commissionnaire qui les amène. Et puis, on assure toutes les opérations de dédouanement et d'assurance, en sachant que l'Agence nationale pour le dédouanement est à Lille. Et puis, on a une dernière activité qui est Forwardise, hein, qui est un commissionnaire ferroviaire. Donc, c'est des gens qui, globalement, tous les jours, travaillent sur le report modal pour les chargeurs et qui cherchent les meilleures solutions de transport sur le continent européen, puisque c'est le métier de base des commissionnaires. Hein. Le métier de base des commissionnaires, c'est d'acheter le transport et de
de proposer une offre à un chargeur et de redistribuer en sous-traitant avec le mode le plus pertinent à la fois pour l'environnement et pour l'aspect économique. Et Forwardis, il est donc, comme le sont le port, hein, c'est-à-dire architecte de solutions logistiques de transport durable. Ils ont des offres ferroviaires combinées et aussi fluviales. En fluvial, on n'a pas, alors on est propriétaire de rien, en fluvial, on sous-traite, hein, mais on assure cette prestation. Et voilà. Merci, bon. Merci monsieur pour cette présentation. Donc quelques questions sur cette évolution que vous proposez sur des recours à des trains plus longs, plus lourds et plus agiles. Dans quelle proportion, à quel horizon cette possibilité est réalisable? Comment aussi faire que l'attractivité permette d'avoir recours à ces trains et moins à la route ou plus à la route? Quel est le rayon d'action également pertinent pour le transport ferroviaire et par rapport à une desserte de l'Hinterland, par exemple? Donc, nous, la manière dont on voit l'étude, c'est que notre étude de faisabilité doit être terminée à l'horizon septembre 2018. Donc, dans l'étude de faisabilité, on a articulé notre étude autour de 6 lots, et dont un lot 5, qui est sur l'étude socio-économique. Et on s'est donc appuyé sur des chercheurs hein, de l'ISTAR et de CEREMA pour justement répondre en grande partie à vos interrogations, c'est-à-dire c'est quoi la distance pertinente pour le hub, c'est quoi la pertinence pour le faire. Donc on a effectivement, nous, un certain nombre d'approches, mais qu'on souhaite forcément partager à la fois avec les acteurs publics et puis aussi regarder comment des chercheurs abondent ce genre de projet. Enfin, donc nous aujourd'hui on est parti sur l'artère nord-est parce que globalement il fallait qu'on trouve un axe de concert avec SNCF Réseau sur lequel on puisse commencer à travailler. Et comme globalement l'artère nord-est c'est quand même une des artères qui est le plus circulé par le transport ferroviaire de marchandises, où globalement, il y a quand même le moins de problématiques, tout au moins sur l'axe, avec le transport de voyageurs, on a d'un commun accord choisi de travailler sur l'artère nord-est. Ça, c'est donc la première. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'ici 4 ans, d'avoir un vrai démonstrateur sur l'artère nord-est, avec un hub de chaque côté. Et puis des trains longs entre les deux hubs. Et après, la deuxième étape, mais qui répond à votre question, c'est une fois qu'on a travaillé ce sujet-là, on travaillera, nous, mais là plus en interne, sur ce qu'on appelle l'intra-hub, c'est-à-dire comment on arrive à marier les attentes de nos chargeurs par rapport à ce montage de trains longs, lourds, partagés, qui, pour nous, on souhaite cadencer. C'est-à-dire que l'intérêt d'un système comme ça, par rapport à aujourd'hui, c'est que ces trains longs, ils sont comme des TER, ils sont cadencés. C'est-à-dire on a un toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, etc. De façon à donner de la souplesse au système. Donc on est dans cette démarche-là. Et donc c'est l'étude de faisabilité à septembre l'année prochaine nous permettra effectivement d'avoir un peu plus de lisibilité sur le sujet. Ce qui permet également de s'inscrire dans les contraintes qui sont signalées actuellement par SNCF Réseau, qui est de réserver des sillons à l'avance et les difficultés des industriels de pouvoir avoir des réponses rapides, mobiles et autres. Si effectivement la massification permet ce cadencement, vous pouvez réserver des sillons et ensuite répondre à des demandes beaucoup plus courtes en temporalité. Alors, si on faisait un parallèle par rapport à ce qu'on a présenté sur la partie
plutôt multimodal, c'est vrai qu'aujourd'hui, on réserve les sillons en fonction de ce qu'on imagine comme hypothèse client. À travers le projet Matrix et à travers l'organisation autour de Hub, on réserve des sillons inter-hub qui sont effectivement des sillons qu'on peut graver et qu'on peut réserver 2 ans à l'avance avec le cadencement qui va bien. Donc on est dans une approche complètement différente d'aujourd'hui et donc ça permet à la fois pour nous d'avoir plus de lisibilité, mais aussi aux gérants de l'infrastructure de pouvoir a priori plus facilement monter son programme de circulation de train. Par rapport aux objectifs régionaux de développement du transport voyageur, comment voyez-vous cette intégration et partage des sillons et de l'activité? Est-ce que pour vous, il y a des freins à lever ou des priorités ou une répartition des priorités pour parvenir à ce système? Enfin, dans le montage des cadencements voyageurs, il y a toujours, mais ça c'est Réseau qui le fait, une réserve pour le transport ferroviaire de marchandises. C'est-à-dire que même normalement, enfin, quand on est sur la pointe ou l'hyperpointe, il y a toujours des sillons réservés pour le transport ferroviaire. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est peut-être d'avoir une idée de ce que ça représente. Sur l'artère nord-est, tout à l'heure on l'a dit, hein, c'est l'artère qui est le plus circulée en termes de transport ferroviaire de marchandises. Juste, si vous appliquez le système Matrix sur l'artère nord-est, sans aucun développement, aujourd'hui, ça représente 6 allers-retours par jour. Donc, je pense qu'il faut faire attention à trop extrapoler. C'est-à-dire que 6 allers-retours par jour sur 24 heures, ça laisse quand même un peu de disponibilité au réseau. Oui, bien évidemment. Après, comme vous l'avez déjà exposé, l'intérêt pour un usager, c'est d'avoir la chaîne la plus courte possible au niveau du temps. Donc la répartition sur des plages horaires plus grandes, elle est plus ou moins intéressante pour... Enfin, je pense qu'en réalité, ce qui est intéressant avec l'arrivée du digital, c'est quand même qu'on est capable aujourd'hui de piloter bien plus en amont qu'hier le système, et qu'effectivement l'intérêt du système, avec le système qu'on a développé dans Matrix, c'est de pouvoir effectivement prioriser les acheminements. On va prendre un exemple relativement simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de transports qui nécessitent des acheminements rapides. Hein, c'est en général le multimodal. Hein, quand vous êtes en combiné ou quand vous êtes en autoroute ferroviaire, vous devez globalement aller relativement vite. Ce n'est pas forcément vrai pour tous les modes de transport. Donc, grâce effectivement à l'évolution du digital, on sera demain capable effectivement de prioriser le système et de dire que ce sillon-là, il est mieux s'il est pris par tel train, etc. De façon à être le plus en phase avec nos engagements clients et d'être complètement en adéquation avec ce qu'on va monter comme plan de transport. Puisque l'intérêt quand même du système Matrix, c'est d'avoir un développement européen du système. C'est-à-dire que les trains longs, c'est pas juste sur l'artère nord-est. C'est-à-dire que des moments où le système était expérimenté, il faut, et ça fait partie du travail des chercheurs dans l'étude de faisabilité, savoir où se positionnent les hubs de demain, où ils sont le mieux positionnés, pour pouvoir effectivement assurer, avec un nombre de sillons minime, un transport important ferroviaire. Par rapport à l'état des infrastructures ferroviaires existantes, y a-t-il des points faibles dans les nœuds ferroviaires qui seraient à retravailler plus particulièrement au niveau proche sur Hazebrouck, plus loin sur Lille? Quels sont les éléments du réseau ferré à travailler spécifiquement pour améliorer la
la desserte ferroviaire logistique? Enfin, je pense qu'en desserte ferroviaire, on a de la part de Réseau aujourd'hui une vraie prise en compte de la problématique ferroviaire et du besoin effectivement d'avoir une ossature ferroviaire performante. Alors la difficulté que l'on a quand même en ferroviaire, c'est que tant que SNCF Réseau remet en état son réseau, on a beaucoup de travaux et globalement on a tendance à péjorer le service qu'on offre aux clients. Mais parce que de toute façon, on sait pas, on a en général en ferroviaire des itinéraires de contournement qui sont toujours bien plus longs que l'itinéraire d'origine. Et donc, on ne peut pas, effectivement, aujourd'hui, sur le réseau, faire des travaux qui soient complètement inodores pour le client. Néanmoins, je pense que tout le monde est conscient que ces travaux-là sont indispensables et qu'on a besoin d'un réseau structurant de qualité. Après, effectivement, se pose la question de ce qu'on appelle le réseau capillaire, où effectivement, on a un certain nombre de voies qui sont plutôt dans un état relativement mauvais et qui nécessitent d'avoir des investissements forts. Et je pense que là, on est complètement partenaire de Réseau sur ce sujet en disant il faut qu'on soit capable collectivement de savoir si sur ces lignes-là, il y a un vrai intérêt ou pas de remettre à niveau la ligne, ou est-ce qu'on peut imaginer de desservir différemment le client, etc. Enfin, je pense qu'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que on a autant on sait demander, enfin entre guillemets, ou faire financer des infrastructures par la collectivité, autant on a des difficultés à pouvoir aider les acteurs à utiliser un mode un peu différent. Tout à l'heure, on parlait du cross-docking. Ça peut être une solution pour un certain nombre de lignes qui sont en mauvais état. Néanmoins, aujourd'hui, un chargeur qui choisirait de faire du cross-docking ne peut pas avoir d'aide de la collectivité pour faire ça. Donc il y a peut-être un certain nombre de sujets sur lesquels ça peut être intéressant de se poser les bonnes questions et effectivement de regarder comment on peut améliorer l'infrastructure ferroviaire, mais aussi comment on peut, si besoin, utiliser d'autres modes. Mais il faut, de ce fait, avoir un vrai accompagnement, y compris financier, du changement de mode. Cette volonté de transport combiné, on la sent très forte au niveau du port, qui a déjà des infrastructures. Pour accompagner la montée en charge qui serait nécessaire avec le projet CAP 2020, quels sont, selon vous, les éléments, les possibilités, les moyens d'action, les points faibles? Aujourd'hui, le grand port maritime de Dunkerque, il a déjà l'avantage d'avoir un terminal, ce qui est déjà plutôt positif. Et en plus, il a un terminal qui est embranché. Donc déjà, les premiers éléments sont plutôt positifs. Je pense qu'après, dans une vision à plus long terme, il faut regarder s'il y a besoin de faire évoluer le nombre de voies du terminal, etc. Mais ce qui est relativement positif, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de rien créer pour pouvoir démarrer l'activité. Aujourd'hui, il y a effectivement des voies qui vont jusqu'au terminal des Flandres, donc qui permettent effectivement de faire et de démarrer l'activité. Donc ça, c'est plutôt positif. Je pense qu'après, le deuxième sujet, qui est complètement dans l'accord de partenariat, c'est qu'on a besoin d'accompagner le développement de l'Interland. Et là, c'est tout le travail qu'on a autour de l'accord de partenariat sur pouvoir cibler les sites qui sont déjà globalement prêts à recevoir du transport combiné, et aussi de cibler des sites sur lesquels il y a un vrai intérêt d'avoir du développement pour que le port puisse effectivement aller vers ces 2,5 millions de VP.
en dehors des rails, il y a la nécessité, et vous les avez certainement déjà développés sur le site par rapport à des services et des niveaux logistiques sur le site, le développement de ces zones spécifiquement embranchées, vous apparaît dans quelle proportion? Je pense que, alors, là aussi, le grand port maritime de Dunkerque, il a une telle réserve foncière que, bon, ça ne pose pas de problème pour les installations logistiques. Après, je pense que là aussi, c'est tout l'intérêt de notre accord de partenariat, c'est que par rapport à la typologie de trafic que l'on veut faire, il faut vraiment se poser la question de savoir si on a besoin d'un entrepôt embranché, oui ou non, et si oui, pourquoi faire. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop développer d'installations qui sont embranchées, parce que enfin, si vous regardez la carte des ITE de Hauts-de-France aujourd'hui, enfin, d'installations terminales embranchées, il y en a déjà beaucoup. Donc globalement, il faut regarder quelle est l'utilisation, ce qu'on peut en faire, c'est quoi le coût, etc. Enfin, mais c'est tout l'intérêt du travail en amont qu'on fait aujourd'hui avec le Grand Port Maritime de Dunkerque pour effectivement bien monter cette organisation et pouvoir proposer la meilleure offre aux clients dans l'aspect le plus économique possible. Parce que je pense que ça, c'est aussi un aspect important. Enfin, c'est que tout ce qu'on va faire aujourd'hui dans le cadre du projet-là, c'est qu'il faut forcément qu'on soit dans la compétition économique. Enfin, aujourd'hui, c'est quand le Grand Port Maritime de Dunkerque souhaite développer ses EVP, enfin, ses voisins les plus au nord ou au sud, ils ont la même volonté, donc il faut forcément trouver de la compétitivité. Et que la compétitivité, on la gagne aussi en faisant les investissements les plus judicieux. Par rapport au scénario atlantique et à la variante baltique, y a-t-il pour vous des différences qui seraient liées à l'activité fret ferroviaire? Enfin, pour nous, globalement, pour l'entreprise ferroviaire, il y a peu de différences. Il y a plus de différences par rapport aux gestionnaires d'infrastructures que par rapport à l'entreprise ferroviaire. Nous, on est plutôt proactifs sur les sujets. Écoutez, merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Une dernière, la dépendance actuellement forte au niveau du fret ferroviaire, c'est Arcelor. Disons qu'il y a une grande activité avec Arcelor et donc tout l'enjeu, j'imagine, c'est de pouvoir diversifier cette clientèle qui permet de s'asseoir sur des perspectives multiples et donc... Moi, je ne dirais pas ça comme ça. Je pense que le gros avantage qu'a le Grand Port Maritime de Dunkerque, c'est d'avoir Arcelor. C'est indéniable. Enfin, aujourd'hui, par contre, effectivement, pour le maintenir là, et moi je pense que c'est ça, comme ça que ça se lit, pour le maintenir là, il faut qu'on ait, nous, collectivement, d'autres activités. De façon à ce que, globalement, on puisse lui proposer un meilleur service. Et que plus globalement, tout à l'heure, quand on parlait des circulations sur les trains doubles, je pense que si demain on était capable de faire 12 allers-retours sur l'artère nord-est, on aurait multiplié le tonnage de manière conséquente, mais ça donnerait aussi de la fiabilité, de la robustesse et aussi une attractivité financière pour le client. Et c'est une vraie plus-value. Donc je pense que ce que l'on fait, c'est aussi, ça concourt aussi à maintenir les acteurs et les grands faiseurs actuels sur les sites où ils sont. Et c'est pas forcément une volonté de diversification pour diversifier, c'est plutôt une volonté de diversification pour justement maintenir ce qu'on a déjà aujourd'hui. Et je pense que ça me paraît, moi, un point essentiel dans le sujet. C'est-à-dire que
C'est pas de se dire à un moment ou à un autre, il faut à tout prix diversifier. Il faut effectivement pouvoir diversifier pour augmenter l'offre, pour être plus pertinent, pour avoir de meilleures offres, mais y compris pour les nouveaux clients, mais aussi surtout pour les anciens clients. Et puis pour faire venir effectivement les clients qui utilisent des ports du Benelux, donc les faire venir sur Dunkerque ou rester sur Dunkerque plutôt que de partir sur d'autres espaces. Là aussi, je pense que ce qui est important pour faire basculer un client, c'est de lui garantir la pérennité du système. Aujourd'hui, les ports un peu plus au nord, l'histoire fait que ils ont toujours garanti ça. C'est-à-dire qu'ils ont garanti la pérennité. Nous, on a besoin, à travers ces projets-là, de garantir la pérennité et de dire globalement, on est sûr que dans les X années qui viennent, on aura toujours la même activité, le même plan de transport, etc. Et que globalement, on ne va pas monter une ligne juste pour un client qui, des moments où il aura quelques difficultés, va être supprimé. Je pense que ce qui fera basculer les clients de manière conséquente, c'est effectivement de leur dire, vous pouvez venir chez nous, on a à la fois tout ce qu'il faut pour accueillir votre bateau, on a tout ce qu'il faut pour acheminer, et en plus, on est prêt à le faire pour les 15 ans qui viennent. Très bien, merci encore pour cet échange et cette présentation sur l'avenir de la filière logistique ferroviaire.